merci, bonsoir à tous. Alors, bien sûr, bonsoir à nos conférenciers. Oui, alors en fait, cette conférence ce soir s'inscrit dans un cycle que nous avons choisi d'évoquer cette année, qui avait pour thème les dignités humaines. Et nous avions choisi trois thèmes principaux pour évoquer cela, c'est-à-dire nous avons fait un colloque à l'automne dernier, de l'année dernière, qui était sur la violence envers les femmes et la place des femmes dans notre société, plus généralement. Ça, c'était à Paris. Nous avons fait aussi un deuxième colloque au printemps, ou plutôt, je crois que c'était au mois de février-mars, à Lyon, qui était sur les migrants et tous les phénomènes de migration. Oui, évidemment, autour de ce thème sur les dignités humaines, bien sûr, les problèmes des migrants est particulièrement aigu. Et aujourd'hui, nous avons donc choisi de parler de la précarité étudiante, cette nouvelle précarité qui est particulièrement préoccupante, parce que avec aussi le développement de la population étudiante, qui a probablement été très mal accompagnée, enfin c'est ce que je pense nous être expliqué, on constate qu'un nombre très important d'étudiants, il faudra les définir, comment on peut définir les étudiants, donc très important de jeunes, qui sont la sève quand même malgré tout de notre société, vivent leurs études dans des conditions absolument exécrables et au-delà même ne peuvent pas poursuivre ces études pour les raisons donc d'une injustice sociale tout à fait insensée et qui est finalement relativement peu apparente, en tout cas dans le débat public, on a pu le constater, puisque on s'étonne beaucoup de la désaffection de la jeunesse pour le vote, du manque d'intérêt de la jeunesse pour la République, mais quand on voit ce phénomène-là, on peut constater qu'aujourd'hui, cette précarité étudiante est probablement une injustice sociale, parmi d'autres malheureusement, mais une injustice sociale majeure. Donc pour en parler ce soir, nous avons donc deux conférenciers. Je ne sais pas quel est le premier, puisque je n'ai pas la liste, le premier qui doit intervenir. C'est toi Pierre, pardon. Très bien. Donc c'est Pierre Ouzoulias qui va donc intervenir, et qui je cède la parole très volontiers. Merci beaucoup. Merci, très heureux, très honoré par cette invitation et très heureux de se retrouver comme ça sous la voûte étoilée. J'ai vu que les étoiles changeaient de couleur, ce qui est magnifique. Alors je suis Pierre Ouzoulias, je suis sénateur des Hauts-de-Seine, vice-président de la commission de la culture. Et par ailleurs, dans une vie antérieure qui devient un peu lointaine, j'ai été archéologue et j'ai suivi quelques fouilles ici chez vous, parce que c'est quand même un des hauts lieux de l'archéologie gallo-romaine dont je suis le spécialiste. On m'avait demandé d'intervenir pour vous présenter rapidement les conclusions d'une mission d'information qui a été décidée par la Commission de la Culture du Sénat, qui a été demandée par le groupe de l'Union centriste au Sénat, et dont le rapporteur était Laurent Lafont, sénateur du Val-de-Marne. Et votre serviteur était président de cette mission. C'est une mission qui s'est déroulée de février à juillet 2021, parce que le Sénat aime bien prendre son temps et travailler les dossiers au fond. Et le rapport a été voté à l'unanimité du Sénat, ce qui est des choses que nous arrivons à faire souvent au Sénat. Parce que nous sommes extrêmement attachés à la démocratie délibérative et à trouver, quand nous le pouvons, le consensus. Parce que nous estimons que sur des sujets importants comme ça, sur le sujet de la précarité étudiante, il fallait envoyer un message politique très fort et obtenir le consensus de tous les groupes. Donc, je ne veux pas avoir des propos d'entre-deux tours, parce que je dois avoir une certaine obligation, mais quand j'entends certains propos sur la République, elle fonctionne très bien au Sénat avec tous les groupes, quels qu'ils soient.
Voilà, juste une petite allusion. Le rapport est accessible, il est en ligne sur le site du Sénat. Je ne vais pas vous le résumer, vous pouvez le reprendre, ça sera beaucoup plus simple. Ce que je peux vous dire, c'est que la représentation nationale a été totalement sidérée quand nous avons découvert, comme vous, ces images aux journaux télévisés terribles où on voit des étudiants faire la queue à la soupe populaire parce qu'ils ont faim, tout simplement. Nous avions mesuré depuis quelques années l'ampleur des difficultés des étudiants, mais pas à ce point-là. Et ça a été une révélation dramatique, et c'est ce qui nous a décidé à aller plus loin et à porter ce projet d'une mission d'information. Moi, je suis aussi élu d'une ville populaire des Hauts-de-Seine, Bagneux, et j'avais participé à des collectes alimentaires à la sortie du Lidl, fréquentées par des personnes qui ont très très peu de moyens. Et à la sortie du supermarché, elle déposait un paquet de pâtes dans le caddie, c'est tout ce qu'elle pouvait faire. Et elle nous regardait en nous demandant comment il est possible, dans notre pays, que des étudiants qui, pour des gens très très modestes, représentent le sommet de la pyramide sociale. C'est des gens qui ont eu le bac, etc. Ils ne comprenaient pas comment des gens qui s'élèvent dans la pyramide sociale et dans la pyramide de la connaissance pouvaient avoir faim. Ça a été un drame, une incompréhension qui touchait à la fois bien évidemment la misère individuelle, ces gens obligés d'aller à la soupe populaire, mais aussi une forte interrogation de ces gens très modestes sur le statut du savoir et de la connaissance dans notre pays. Si des étudiants sont obligés de quémander leur pitance comme ça, c'est que dans notre pays, la connaissance, le savoir est descendu extrêmement bas. Et c'était un sujet de préoccupation majeur, et c'est ce qui nous a porté aussi dans cette réflexion. C'est-à-dire, derrière la condition étudiante, il y a la condition du savoir. En France, la condition de la connaissance, et du statut que notre société donne aujourd'hui aux étudiants et à la connaissance. Alors la crise de la Covid n'a pas déclenché la précarité étudiante, elle existait préalablement, elle était forte, simplement elle l'a révélée parce que la disparition des petits boulots a fait que du jour au lendemain, les étudiants ont été privés de l'essentiel de leurs ressources. Ils n'avaient plus rien pour vivre. Et donc ils ont été obligés de recourir à l'assistance de ceux qui ont bien voulu collecter leurs denrées pour eux. Nous nous sommes appuyés dès le départ sur un travail réalisé par une institution nationale, qui est l'Observatoire national de la vie étudiante, donc un organisme gouvernemental qui venait d'achever son enquête. Il fait une enquête tous les 4 ou 5 ans. Et en 2020, ça donnait un état de ce qu'est la précarité étudiante juste avant le Covid. Juste avant le Covid. Donc vous imaginez qu'après, quelle peut être la situation. Donc très rapidement, quelques pourcentages, ils sont quand même importants pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Aujourd'hui, 40% des étudiants sont obligés de travailler pour suivre leur cursus. Et parmi eux, il y en a 20% qui travaillent à temps plein. C'est-à-dire qu'on a une double activité, salariat à temps plein et étudiants à côté. Il y en a 20% qui travaillent pour les plateformes numériques, c'est-à-dire Uber et autres, ce qui n'est sans doute pas les meilleures conditions de travail, vous le comprenez bien. Et pour 57% d'entre eux, leur activité salariale n'a rien à voir avec leurs études. C'est les petits boulots, c'est les caissiers, c'est des gens que vous côtoyez tous les jours. Quand vous allez faire vos courses, dites-vous bien que 3 caissières sur 4, c'est des étudiantes.
quasiment. Aujourd'hui, les emplois les plus durs, les plus mal rémunérés, ils sont occupés par des étudiants. Environ 50% des étudiants considèrent que leur activité a des conséquences négatives sur leurs études et leur faculté d'étudier. Le poste le plus difficile pour les étudiants, partout en France, partout, et je pense que, y compris à Metz, ça doit être le cas, c'est le logement. 57% des étudiants payent un loyer, et ils y consacrent environ en moyenne 400 € par mois. Et il y en a sur cette masse que 12% qui vivent en résidence universitaire. Il y a 350 000 places en résidence universitaire pour 2,7 millions d'étudiants. Vous voyez bien quel est le différentiel. Il faudrait environ 250 000 places supplémentaires dans les résidences étudiantes pour pouvoir les accueillir. Aujourd'hui, la crise du logement étudiant, elle touche non seulement les métropoles, et plus particulièrement Paris, mais aussi les petites villes moyennes. Je l'ai testé avec ma fille, vous ne pouvez plus trouver, dès le mois de mai-juin, un logement étudiant bon marché sur toute la frange ouest de la France, de Biarritz à Dunkerque. Et ça, c'est les conséquences de la Covid qui a fait que beaucoup de personnes des grandes métropoles se sont retrouvées dans les villes moyennes et ont pris sur le marché des logements des biens qui habituellement allaient vers les étudiants et qui aujourd'hui, eux, sont obligés d'aller vers des solutions beaucoup plus précaires. Donc là, il y a un problème majeur. Sur le revenu, il y a environ 30% des étudiants qui déclarent ne pas avoir assez d'argent pour boucler leur budget mensuel. Donc il y en a presque un tiers qui n'arrivent pas tous les mois à boucler leur budget. Et il y a environ un tiers des étudiants qui aujourd'hui renoncent aux soins médicaux, qui ne se font plus soigner parce qu'ils n'en ont plus les moyens. Et ça touche des choses tout à fait essentielles, la vue, la dentition, etc. C'est-à-dire, ils sont en train aujourd'hui d'avoir sur les soins médicaux de futures séquelles très lourdes parce qu'ils n'ont pas entrepris maintenant des soins qui étaient absolument indispensables. Il y a 20% des étudiants qui considèrent qu'ils ont connu une situation de détresse psychologique, et là c'est avant le Covid. C'est avant le Covid, donc vous imaginez après. Et il y a près de 50% des étudiants qui déclarent sauter au moins un repas par semaine. Donc ça, c'est la situation où on en est. Les bourses, il y a environ 750 000 étudiants boursiers avec d'énormes disparités en fonction des villes. Et quand vous avez une bourse à Paris et que vous n'avez pas un logement étudiant, vous comprenez bien que même avec une bourse, c'est extrêmement difficile de vivre pour se piller le logement, le transport. Donc là, sur les bourses, il y a besoin d'une réforme complète, d'une mise à plat qui prenne en compte les fortes disparités du coût de la vie pour les étudiants en fonction du lieu où ils se trouvent. C'est évident qu'un boursier parisien doit être beaucoup plus aidé qu'un boursier du Tarn qui fait ses études à l'université d'Albi. Alors, quelles sont les conséquences de tout ça ? D'abord, il y a des drames humains qui vont jusqu'au suicide. Et pendant la période du Covid, malheureusement, il y a eu trop de suicides d'étudiantes et d'étudiants. Et puis, de façon encore plus grave pour notre société, la première conséquence, c'est un décrochage du niveau de la science française. Je vais juste vous donner quelques chiffres. En 2010, il y avait 81 000 doctorants. En 2020, il n'y en a plus que 70 000. C'est-à-dire que tous les ans, nous perdons des docteurs. Donc si on perd des docteurs, on perd la capacité de notre pays à peser dans la recherche internationale. Et pour 2020, alors là c'est absolument dramatique, il y a 15% des étudiants qui n'ont pas fini leur cursus doctoral.
C'est-à-dire qu'on a été incapable pendant la période du Covid de permettre aux doctorants, donc qui étaient en thèse, parfois financés, de poursuivre jusqu'à la soutenance. Et là, il y a un déficit qu'on ne comblera pas. Et ça explique très largement ce que tout le monde reconnaît, là-dessus il y a un consensus, qui est le décrochage de la science française. Elle perd des niveaux dans tous les domaines de la recherche. Elle était jusqu'à présent 5e dans les classements qui valent ce qu'ils valent, mais aujourd'hui elle a perdu 2 ou 3 rangs, elle va continuer à en perdre, c'est-à-dire qu'à terme, notre nation quittera le peloton de tête des grandes nations de la science, ce qui pour nous et pour la République est un bilan amer, puisque notre République s'est construite sur l'intelligence, la connaissance et la science. C'est d'autant plus préjudiciable que, et là je fais un aparté d'historien, je crois que notre civilisation n'a jamais eu autant besoin de la science et du progrès qu'aujourd'hui. Parce que, réchauffement climatique, alors, bon, pas besoin de dire ce que c'est, vous arrivez de l'extérieur comme moi. Voilà. Moi, je suis monté à pied de la gare, voilà, j'avais l'impression de revivre mes expériences d'archéologue quand j'étais en Syrie, c'est devenu à peu près le même climat. Voilà. Donc, on a besoin en très peu de temps, une dizaine d'années, peut-être même un peu moins, de changer tous les processus économiques de notre pays pour les décarboner. C'est une obligation, c'est ce que nous devons à nous-mêmes et aux générations futures, c'est-à-dire qu'on doit faire des progrès qui sont gigantesques, puisque la révolution industrielle, telle qu'elle se met en place à la fin du XVIIIe siècle, elle est fondée, pas seulement, mais pas mal, sur les énergies fossiles, le charbon dans un premier temps et le pétrole, et elle met 2 siècles à s'organiser telle que nous la connaissons. Et nous, en 10 ans, il va falloir qu'on fasse le processus inverse et qu'on abandonne ces énergies fossiles pour pouvoir produire avec de nouveaux processus qui s'en passent totalement. C'est un défi civilisationnel que notre humanité n'a jamais connu. Et je suis intimement persuadé, je ne suis pas le seul, que seule la science, la connaissance, un investissement massif dans la connaissance nous permettra de dépasser ce mur climatique. Alors nous avons besoin d'une science, mais pas d'une science qui serait totalement utilitariste. Et c'est un point important. Je suis archéologue, je ne veux pas défendre ma paroisse dans ce temple, mais j'explique souvent au Sénat avec un peu de difficulté que la science, c'est un continuum. Et que quand on a besoin, comme c'est le cas aujourd'hui, de trouver des choses qu'on ne connaît pas, on ne peut pas se passer de l'apport des sciences humaines, de la philosophie, de l'archéologie, parce qu'on ne sait pas du tout d'où va venir la révolution qui va nous permettre de dépasser la situation où on est. Je vais juste vous citer une anecdote. Nous avions reçu au Sénat il y a quelque temps, 3-4 ans, Thierry Breton, quand il était le patron d'Alios. C'était sur l'intelligence artificielle. Et mes collègues lui avaient demandé qu'est-ce qu'il faut apprendre au lycée, qu'est-ce qu'il faut apprendre à l'université pour que la France devienne une grande nation de l'intelligence artificielle. Il avait répondu le latin. Pourquoi ? Parce que le latin, ça permet d'appréhender quelle pouvait être la connaissance de la grammaire et du langage de personnes qui vivaient il y a 2000 ans. Et c'est sans doute des choses fondamentales qui vont nous révéler des mécanismes internes à l'espèce humaine, y compris à l'espèce humaine, à notre cerveau qu'on ne pourrait pas découvrir autrement. Donc il y a la nécessité d'intervenir non seulement sur les sciences dures, la physique, la chimie, mais sur la totalité du continuum de la recherche, et c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental. Alors de quel système universitaire nous avons besoin pour faire face à ce défi de civilisation ? Je caricature un peu. Je pense qu'il y a aujourd'hui, philosophiquement et politiquement, 2 modèles qui s'opposent. Le premier, il est d'inspiration libérale et il répond à la théorie dite du capital humain.
qui considère que l'individu est finalement une petite entreprise dans laquelle le patron, c'est l'individu et le salarié, c'est lui-même. Voilà. Et que cette entreprise, son objectif, comme n'importe quelle entreprise, c'est de maximiser ses gains en allant chercher à l'extérieur des possibilités pour accroître son capital humain. Et bien évidemment, dans le domaine de l'enseignement supérieur, c'est se diriger vers les universités, les grandes écoles, etc. Donc l'entreprise individuelle, dans son désir d'accroître son capital humain, se tourne vers le marché de la connaissance et va chercher ce qui lui semble le plus intéressant pour accroître le plus rapidement possible son capital humain. De l'autre côté, selon la même logique marchande, il y a des établissements d'enseignement supérieur, des universités, dont l'objectif est aussi de maximiser leurs gains en faisant que leur attractivité soit la plus importante possible, reconnue à l'international, pour aller chercher les meilleurs étudiants, les meilleurs professeurs et augmenter leur notoriété. C'est ce que vous avez avec le fameux classement de Shanghai, dont je répète, moi, sénateur communiste, je ne vous l'ai pas dit, je le dis maintenant, donc je répète régulièrement au Sénat que c'est sans doute la meilleure réussite du Parti communiste chinois, puisque aujourd'hui, il n'y a pas un seul gouvernement occidental qui ne travaille sur l'enseignement supérieur à partir du classement de Shanghai. Les personnes de Shanghai qui font le classement, ils sont 4. C'est un coin de bureau comme ça. Ils passent en revue les universités, ils ont une méthode de classement qui est complètement opaque, au doigt mouillé, et ils sont extrêmement surpris de voir qu'aujourd'hui le classement de Shanghai est devenu la norme absolue de référence des universités, alors que dans leur esprit, ils l'avaient conçu simplement pour mesurer la distance qui séparait les universités chinoises des universités anglo-saxonnes. Donc on est dans un monde où la norme, la mesure, l'évaluation prend une part de plus en plus importante. Elle intervient sur les universités, je viens de vous le dire, mais aussi du côté de l'étudiant. Et vous en avez peut-être fait l'expérience, c'est Parcoursup. Parcoursup, c'est un système avec des algorithmes qui notent les élèves quand ils sortent, les lycéens, quand ils sortent de terminale, en fonction de leurs notes, mais aussi en fonction de leur lycée d'origine, des matières, d'un certain nombre de critères qui renvoient plus au milieu social de l'individu qu'à ses compétences, puisque d'ailleurs, vous savez, le bac n'a quasiment plus de valeur. Et le républicain que je suis a défendu mordicus la continuation du bac au Sénat parce que c'était un diplôme national et anonyme et qui faisait que chaque gamin, quel que soit son lycée, avait les mêmes chances que tous les autres. Parcoursup, au contraire, on renverse la logique et il y a une forme de sélection sociale dès le début. Alors, l'évolution normale économique de tout ça, c'est l'augmentation des droits universitaires. Les universités, plus elles grimpent dans le classement de Shanghai, plus elles considèrent que les places qu'elles offrent sont chères et de façon tout à fait économique, les droits d'inscription auraient dû augmenter. C'était le projet du gouvernement et la Covid a tout arrêté. Parce que vous comprenez bien que quand vous avez des étudiants qui font la queue au Sud populaire, augmenter les droits d'inscription, c'est politiquement absolument impossible. Voilà. Mais le projet était là. Ce qui bloque aussi, c'est les très faibles niveaux de rémunération des fonctionnaires et des chercheurs du public et du privé. Bien évidemment, l'idée, c'est qu'il y a un moment donné, ils puissent rembourser leurs frais d'inscription, ils ne le peuvent pas. Donc il y avait eu une idée qui est caressée, notamment par le gouvernement, qui était de considérer mais ce qu'il faut que l'État fasse, c'est garantir les emprunts des étudiants. Donc ils s'endettent pour payer les droits d'inscription. L'État garantit les emprunts et ensuite ils remboursent quand ils auront du boulot. Alors ça a été testé aux États-Unis et le résultat, c'est une bulle spéculative
de 1400 milliards de dollars, qui sera sans doute jamais remboursé, parce que les étudiants qui ont pris ces prêts extrêmement chers, aujourd'hui, n'ont pas les moyens sur le marché de l'emploi de pouvoir faire suffisamment d'argent pour le rembourser. Donc ça, c'est le modèle que j'appellerais libéral, et à côté, il y a le modèle républicain. Et j'ai rien trouvé de mieux pour vous l'exposer que le discours de Condorcet, présenté à l'Assemblée nationale au nom du Comité d'instruction publique. C'est le 20 et le 21 avril 1792, l'an 4e de la liberté, vous me permettrez de le citer. Offrir à tous les individus de l'espèce humaine les moyens de pourvoir à leurs besoins, d'assurer leur bien-être, de connaître et d'exercer leurs droits, d'entendre et de remplir leurs devoirs. Assurer à chacun d'eux la facilité de perfectionner son industrie, de se rendre capable des fonctions sociales auquel il a droit d'être appelé, de développer toute l'étendue de talents qu'il a reçus de la nature, et par là établir entre les citoyens une égalité de fait et rendre réelle l'égalité politique reconnue par la loi. Tel doit être le premier but d'une instruction nationale, et sous ce point de vue, elle est pour la puissance publique un devoir de justice. Diriger l'enseignement de manière que la perfection des arts augmente les jouissances de la généralité des citoyens et l'aisance de ceux qui les cultivent. Qu'un plus grand nombre d'hommes deviennent capables de bien remplir les fonctions nécessaires à la société et que les progrès, toujours croissants, des Lumières ouvrent une source inépuisable de secours dans nos besoins, de remèdes dans nos maux, de moyens de bonheur individuel et de prospérité commune. Cultiver enfin, dans chaque génération, les facultés physiques, intellectuelles et morales, et par là, contribuer à ce perfectionnement général et graduel de l'espèce humaine, dernier but vers lequel toute institution sociale doit être dirigée. Fin de citation. Je n'ai quasiment rien à ajouter, et ce discours de 1792 est d'une totale actualité. Je pense que ça doit être notre projet républicain pour l'université. En étant un petit peu plus pratique et en permettant de faire une transition avec le discours qui arrive. Je ne sais pas trop, ça va ? Non, ça va. Bon. Je pense que quand on réfléchit à quelle pourrait être la relation entre la République, et vous me permettrez de parler comme ça, et les étudiants, je crois que la République, et Condorcet le disait très justement, a un intérêt fondamental, essentiel, à ce que toute la nation acquiert un niveau de connaissance toujours plus élevé. Voilà. Et que progressivement, c'est le méliorisme, on s'élève toujours plus dans ce degré de connaissance. C'est une exigence démocratique, parce qu'il s'agit de faire son métier de citoyen. Et ça se fait par la connaissance, par l'esprit critique. C'est une exigence individuelle, c'est l'émancipation de l'individu. Et c'est une exigence collective, parce qu'il s'agit de contribuer collectivement au progrès, et surtout de contrôler démocratiquement ce progrès. Et pour ça, il faut donner à chaque citoyen la possibilité de comprendre ce que font les scientifiques et de pouvoir les arrêter quand ils se trompent. Et aujourd'hui, il y a un discours sur est-ce que le progrès est bon ou mauvais. Le progrès, il est bon quand il est démocratiquement contrôlé. Et tout l'enjeu est là, c'est un enjeu de connaissance et d'instruction. Et je pense que si on voit les choses comme ça, l'étudiant et la République sont liés par une forme de contrat social, tel que le décrivait Rousseau. C'est-à-dire que l'étudiant a besoin de l'université pour progresser, et la République a besoin d'un étudiant pour accroître le niveau de connaissance générale. Donc l'État a un devoir d'instruction, c'est-à-dire il doit assurer l'égalité des droits d'accès à l'enseignement supérieur, et je redis bien de façon très forte ici que l'égalité des droits, ce n'est pas l'égalité des chances. Voilà. L'égalité des chances, c'est donner la même chose à tout le monde. L'égalité des droits, c'est donner plus à ceux qui ont moins. Et ça, c'est une exigence républicaine inscrite dans la Constitution. Je regrette que dans le nouveau gouvernement, une secrétaire d'État ait comme attribution l'égalité des chances. Je ne pense pas que l'égalité des chances soit républicaine. Voilà. Alors, quelle est la relation entre l'État et l'étudiant ? On pourra
en parler ensemble. Est-ce qu'il s'agit d'un salaire, d'un revenu? Quelle est sa forme? Il existe un salaire à l'université, c'est celui qu'un laboratoire doit à un doctorant. Quand il est en thèse, il participe à l'activité scientifique de son laboratoire contre une rémunération qui est parfaitement légitime. Pour l'étudiant, est-ce que la relation est la même? Je ne le pense pas. Et je crois que l'État, quand il aide un étudiant, il ne s'agit pas d'une dépense, il s'agit d'un investissement. C'est un investissement pour l'avenir, c'est un investissement pour la nation. Donc, en conclusion, je dirais, en utilisant le peu de latin qui me reste, qu'il faut passer de la précarité de l'étudiant, precarius en latin, ça veut dire ce qui est obtenu par la prière, par la mendicité, c'est l'aumône que l'étudiant réclame à la société pour continuer à vivre. Il faut passer de la précarité à la condition de l'étudiant, et conditio, en latin, c'est l'engagement réciproque. L'engagement de l'étudiant vis-à-vis de l'État et de l'État vers l'étudiant. Je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention. Bien, je ne sais pas si on m'entend bien là, c'est bon? Ouais. Moi aussi, je vous adresse un grand merci pour cette invitation. C'est avec plaisir donc, que je viens ici. Pour parler d'une recherche universitaire que j'ai menée sur le financement des études du point de vue des étudiants, des étudiantes, c'est-à-dire essayer de voir depuis 1945, notamment en France, quels projets ont été défendus en la matière et puis quelles politiques ont été mises en place, en essayant d'avoir un point de vue assez large sur ce que c'est le financement des études du point de vue des étudiants, des étudiantes, et en abordant à la fois la question des frais d'inscription, à savoir quelle quantité de monnaie est demandée à ces personnes pour accéder aux études supérieures, et puis en essayant de voir aussi quelle quantité de monnaie leur est donnée, à quelles prestations ils peuvent avoir droit, et donc en s'intéressant à la fois à tout ce qui est bourse, et aussi d'autres dispositifs comme les prêts étudiants et puis le salaire étudiant et d'autres types d'allocations. Dans cette perspective, là, ce que je vais vous présenter, c'est ces trois types de projets, de propositions, voire de politiques qui ont été mises en place depuis 1945 et puis qui ont émergé à des moments de façon assez forte dans le débat public et puis dans l'espace politique. Alors parmi ces trois types de propositions, il n'y a pas, peut-être au risque de vous étonner, il n'y a pas forcément un ensemble de propositions que pourrait constituer la gratuité ou quasi-gratuité des études et puis les bourses sur critères sociaux telles que ça peut être mis en place aujourd'hui. Parce que, contrairement à ce qui se passait avant 1945, ce type de proposition depuis 1945 est assez critiqué de façon systématique par tout un ensemble d'organisations issues de la société civile, donc syndicats étudiants, mais aussi groupes de réflexion divers et variés. Donc ça ne fait pas partie des propositions que je vais vous présenter ici. Je vais vous en présenter trois autres. Et cet exercice, je trouve que c'est intéressant parce que ça a le mérite de voir toutes les pistes aujourd'hui qui sont ouvertes pour l'avenir, notamment pour voir ce qui peut attendre aussi, ce qui peut venir pour les étudiants, les étudiantes à l'avenir. Alors ces trois types de propositions, je vous les présente tout de suite. La première, c'est, Pierre en a un petit peu parlé, il y a quelque chose qui monte depuis une vingtaine d'années dans le débat public, c'est l'introduction de frais d'inscription de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les étudiants, les étudiantes, qui seraient financés par un dispositif universel de prêt étudiant, garanti par l'État. J'y reviendrai dans le détail ensuite. Après, le deuxième type de proposition, c'est qui a été notamment défendu à partir là aussi des années 2000 par les syndicats étudiants, c'est ce qu'on appelle la gratuité, la gratuité des études, mais couplée à une allocation d'autonomie qui serait donnée non pas uniquement aux étudiants, aux étudiantes, mais à tous les jeunes, toutes les jeunes, en formation ou non. Et puis la dernière proposition, donc,
à laquelle il a été fait allusion là, juste avant, c'est la proposition du salaire étudiant, elle aussi couplée à la gratuité totale des études supérieures, et sur laquelle je regarderai dans le détail ensuite. Donc première proposition sur laquelle je passe vite parce que voilà, elle a déjà été présentée succinctement par Monsieur Ouzoulia. C'est la proposition d'introduire en France des frais d'inscription à l'université, mais aussi dans les écoles non universitaires de plusieurs milliers d'euros, et puis d'organiser l'endettement des étudiants, des étudiantes. Alors pour chacune des deux autres propositions, comme je vais le faire là, donc je vais vous présenter un épisode historique qui permet de voir d'où vient la proposition. Ensuite, je vais souligner les enjeux politiques de cette proposition, à savoir notamment à quelles idées on essaie d'acclimater la population à travers cette proposition, quelle conception des études supérieures, et puis quelle conception de l'étudiant, de l'étudiante. Et puis pour finir, je reviendrai sur les avantages qu'on peut voir à ce type de proposition, et puis ensuite les réserves qu'on peut émettre, et puis les questions aussi que ça soulève. Donc très vite sur les frais d'inscription et puis les prêts étudiants, ça c'est quelque chose qui monte dans la société civile en France depuis 2000, en gros. Depuis la fin des années 90, on a des organisations comme la conférence des grandes écoles, la conférence des présidents d'université, l'Institut de l'entreprise, un groupe patronal proche du grand patronat. On a aussi des groupes de réflexion comme Terra Nova, l'Institut Montaigne, qui ont produit toute une littérature pour souligner donc les problèmes qui se posent pour les étudiants et les étudiantes sur lesquels est revenu M. Ouzoulia, mais aussi commencer à revenir sur différentes solutions qui sont possibles, et pour finir par plaider pour cette solution, entre guillemets, donc des frais d'inscription et puis des prêts étudiants. C'est quelque chose qui a été défendu dans les années 2000, dans les années 2010, et puis ça, comme l'a dit M. Ouzoulia, ça a été repris durant la première campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Il y a beaucoup de membres de ces groupes qui se sont rapprochés du candidat Emmanuel Macron, et puis qui l'ont conseillé sur son programme pour l'enseignement supérieur. C'est des choses qu'on sait parce qu'il y a eu des échanges qui ont fuité à l'occasion d'un épisode dont vous vous souvenez peut-être, qui s'appelle les Macron Leaks. Il y a des extraits qui ont fuité. Alors tous ces extraits, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes, parce que il y a des soupçons de manipulation étrangère et tout ça, donc tout ça c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire en tant que spécialiste de l'enseignement supérieur, c'est que les échanges qui ont fuité, les interlocuteurs qui ont été pris, qui étaient pris dans ces échanges, quand on connaît leur position avant, tout ça c'est extrêmement crédible en fait. C'est des positions qu'ils avaient déjà prises avant, et on retrouve ces positions dans les échanges qu'ils ont eus. Donc en gros, dans ces échanges, il y a trois choses qui ressortent. C'est première intention. Donc dans ces échanges, on voit qu'il y avait notamment des réformes à court terme qui ont été mises en place là, dans les 5 ans qui sont passés. Donc notamment l'introduction de Parcoursup, donc la sélection des étudiants, des étudiantes par les établissements universitaires, et puis l'introduction de frais d'inscription de plusieurs milliers d'euros pour les personnes qui venaient dans l'enseignement supérieur et qui n'étaient pas issus de l'Union européenne ou de la France, donc les étudiants étrangers. Donc il y avait ces mesures qui étaient prévues. Plus à plus long terme, la mesure dont a parlé M. Ouzoulia et dont je vous parle là, donc là, des frais d'inscription de plusieurs milliers d'euros, et puis un endettement garanti par l'État pour l'ensemble des étudiants et des étudiants. Et dans ces échanges, ce qui ressort, c'était notamment trois intentions politiques. La première intention politique, c'était de dire, par exemple, en autorisant les établissements à sélectionner leurs étudiants, leurs étudiantes, notamment les universités, on va les acclimater à une certaine forme de liberté, on va leur donner plus de liberté, et on va les préparer à terme à ce qu'elles apprécient
la liberté de fixer par elles-mêmes leurs frais d'inscription, le montant de leurs frais d'inscription. Il y avait cette idée, cette première intention derrière. La deuxième intention qui ressort, c'est que l'objectif, c'était aussi, à travers ces réformes, je vous passe les détails, mais c'était de renforcer tout un ensemble, d'encourager les établissements à innover dans le domaine des formations courtes, orientées vers des métiers précis, faire qu'il y en ait beaucoup plus à l'université notamment. Là aussi, les encours présentaient ça sous la forme d'une nouvelle liberté. L'objectif derrière, c'est que ces formations courtes, à terme, elles soient payantes. L'idée, c'est de convaincre à la fois les établissements, mais aussi la population étudiante, que ça vaut le coup de payer pour les études supérieures, ça vaut le coup de s'endetter pour les études supérieures, parce que très vite, avec ces formations, ces nouvelles formations courtes, orientées vers des métiers, on va obtenir un emploi et on va être, gagner un salaire suffisamment important pour vivre et puis pour aussi rembourser le prêt étudiant qu'on a contracté. Et puis la dernière intention politique, c'était aussi d'encourager l'enseignement supérieur privé. L'enseignement supérieur privé, en France, il s'est beaucoup développé depuis 2000. Aujourd'hui, c'est 20% des effectifs totaux des étudiants. Et l'idée, c'est d'encourager cet enseignement supérieur privé à côté parce que, au final, c'est un enseignement supérieur qui fait déjà payer les étudiants, les étudiantes, qui les endette déjà et qui propose des formations courtes très directement sur le papier orientées vers des métiers. Et donc l'idée, c'est d'encourager cet enseignement supérieur privé aussi. Donc, en résumé, vous voyez, à travers cette idée, vous retrouvez une conception des études, une conception de l'étudiant, de l'étudiante qui rejoint un petit peu ce qu'a présenté M. Ouzoulia tout à l'heure. Hein. Vous avez cette idée que les études sont une marchandise payante qui peut être librement produite par des établissements selon leurs orientations spécifiques. Une marchandise donc privée, construite par des particuliers, vendue par des particuliers, et que cette marchandise a ce site particulier qu'elle bénéficiera plus tard aux personnes qui en bénéficient, parce que ces personnes vont gagner davantage en matière de salaire si ces personnes font les bons calculs, choisissent la bonne formation qui sera la plus rémunératrice. Derrière ça, il y a aussi donc une conception de l'étudiant, de l'étudiante très particulière. Hein. C'est l'étudiant, l'étudiante, ce sont des personnes qui calculent, qui vont calculer quelle est la formation qui va leur coûter le moins et qui va leur rapporter le plus. Donc on retrouve cette idée que l'étudiant, l'étudiante, c'est d'une certaine manière un consommateur, une consommatrice, qui va faire ses petits calculs, va faire son petit marché et choisir la formation qui lui permettra de gagner le plus. On retrouve, encore une fois, derrière ça, je ne reviens pas dans le détail là-dessus, mais vous retrouvez le modèle des politiques mises en place dans les pays anglo-saxons. Monsieur Ouzoulia a parlé des États-Unis tout à l'heure. Moi, je connais particulièrement bien le cas de l'Angleterre, qui a particulièrement inspiré les conseillers du candidat Emmanuel Macron en 2016-2017. Ça se retrouve dans les échanges. Ce qu'on voit aussi, c'est évidemment l'influence des économistes du capital humain dont a parlé monsieur Ouzoulia tout à l'heure. Vous retrouvez ces sources d'inspiration-là quand vous regardez les échanges qu'ont eu le candidat et ses conseillers. Tout ça pour en venir à... Alors voilà, si on veut... M. Ouzoulia a commencé à parler des réserves qu'on peut émettre vis-à-vis de ce modèle, hein, j'y reviendrai ensuite. Il y a peut-être un avantage qui est particulier à ce type de proposition, qui a été particulièrement souligné, notamment en Angleterre, hein, dans le passé, c'est que là, on a une réponse systémique, c'est-à-dire, et qui peut séduire, il ne
faut pas se raconter d'histoire, beaucoup de ménages quand même à première vue, aussi pas mal d'étudiants, d'étudiantes qui pourraient voir d'un bon œil l'idée d'avoir accès à des prêts qui leur permettraient de payer les frais d'inscription, leur permettraient sur le papier de vivre pendant leurs études et qui pourraient adhérer à cette idée ce projet d'endettement étudiant et se projeter dans cette idée que plus tard, elles pourront rembourser leurs prêts parce que ces personnes gagneront un bon salaire. Maintenant, j'en viens quand même je souligne quelques questions et puis quelques réserves. Alors voilà, il y a un risque, on en a parlé tout à l'heure, il y a un risque de crise économique mondiale derrière tout ça, qui rappelle régulièrement, vous avez des économistes qui soulignent que c'est les mêmes mécanismes que la crise des subprimes en 2008, avec des milliers de milliards de dollars d'endettement étudiant qui sont revendus aux banques commerciales, découpés, revendus aux banques commerciales, sans qu'on puisse garantir la valeur de cet endettement étudiant. Je vous passe les détails. Il y a d'autres réserves qu'on peut émettre. Le risque, on en parle beaucoup dans les pays anglo-saxons, c'est que les personnes endettées, une fois leur formation terminée, délaissent les services publics parce que les salaires sont moins importants que dans le privé. Avec des gros risques, évidemment, dans les services publics d'éducation, de soins, des gros risques de pénurie de personnel et un risque d'aggraver les crises de pénurie qu'on connaît déjà dans ces secteurs. Il y a aussi ce qui commence à être beaucoup documenté, c'est un risque de déstabilisation des rapports intergénérationnels, c'est-à-dire qu'on a des familles qui vont aussi commencer à, en plus d'épargner pour leur logement, des jeunes qui en plus d'épargner pour leur logement, en plus de rembourser le crédit pour leur logement, vont commencer à anticiper les frais d'inscription de leurs enfants dans l'enseignement supérieur, dans l'éducation, et vont commencer à changer leur façon de fonctionner, avec aussi des enfants ensuite qui culpabilisent de dépendre à ce point de leurs parents pour faire leurs études. Évidemment aussi des risques démographiques. Beaucoup de femmes à la sortie de leurs études et puis leurs compagnons repoussent leur projet d'avoir des enfants, parce que c'est avec des dettes qui s'élèvent à des dizaines de milliers d'euros, faire des enfants c'est quelque chose c'est une contrainte de plus à un moment où il y a déjà beaucoup de contraintes. Évidemment un risque de renforcement des inégalités, tout ça on en parle beaucoup. Et puis aussi, j'ajouterai un dernier risque, c'est un risque de démobilisation des étudiants, des étudiantes. Ce qu'on constate dans les pays anglo-saxons, c'est que ces personnes sortent de leurs études avec des dizaines de milliers d'euros, de dollars de dettes. Et ce qu'on constate, c'est que ça les empêche énormément pendant leurs études et après leurs études, de se projeter, d'expérimenter, de penser à autre chose que le remboursement de la dette. Donc c'est quelque chose qui commence à être bien documenté dans les pays anglo-saxons. L'endettement étudiant, c'est quelque chose de très incapacitant. Ça vous rajoute une charge mentale pour parler comme les féministes. C'est quelque chose qui occupe énormément les esprits et vous empêche de réfléchir et de faire preuve de créativité, etc. Je vous passe le détail. Je reviens maintenant sur le deuxième type de proposition qui a émergé aussi en France et qui a fait l'actualité récemment, parce que donc ça s'appelle l'allocation d'autonomie pour les jeunes. Ça a fait l'actualité récemment parce que la coalition de gauche, la NUPES, l'a repris dans ses 650 mesures. Ça fait partie des mesures que cette coalition défend. Je vais présenter ce type de proposition. Je fais juste un aparté sur la gratuité. J'en parlerai plus après. Les deux dernières propositions dont je vais parler, donc l'allocation d'autonomie et puis le salaire étudiant, c'est indissociablement lié à la gratuité des études. La gratuité des études supérieures aujourd'hui, en France, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable financièrement. En gros, la contribution des ménages et des étudiants, des étudiantes
au financement de l'enseignement supérieur, ça se chiffre chaque année à peu près 3 milliards d'euros. Ça fait un moment qu'on sait que si on supprimait ce qu'on appelle le crédit impôt recherche, on pourrait remobiliser 6 milliards d'euros. Pareil, si on voit que les collectivités locales dépensent quand même beaucoup dans l'enseignement supérieur à hauteur de 2-3 milliards d'euros, là aussi ça pourrait être remobilisé pour garantir une véritable gratuité des études supérieures dans l'enseignement supérieur, et puis pour envisager d'autres mesures aussi, comme l'ouverture de postes de fonctionnaires, le rattachement aussi des écoles supérieures privées à l'enseignement supérieur public, enfin voilà, beaucoup de mesures qui seraient envisageables dans le fonctionnement quotidien et dans le financement des établissements. Donc j'en viens maintenant à ces deux propositions qui ont émergé. Qui ont émergé depuis 1945. Donc, vous avez cette proposition d'allocation d'autonomie pour les jeunes. Là, je reprends le travail d'un collègue, c'est pas mon travail, c'est un chercheur qui s'appelle Emmanuel Porte à l'INJEP, qui a beaucoup travaillé sur cette notion, cette catégorie de l'autonomie et comment elle a été utilisée par notamment les syndicats étudiants. Si je reprends le projet de la NUPES, l'idée c'est de donner à chaque jeune, en fait, de 18 à 25 ans, 1063 € par mois pour une personne seule, éventuellement même dès 16 ans pour les personnes qui sont dans l'apprentissage, l'enseignement professionnel. Ça, c'est une mesure qui n'a pas été inventée par la NUPES, ça a été inventé par les syndicats étudiants, et notamment l'UNEF, qui, à partir de l'année 2000, a commencé à abandonner la revendication historique du salaire étudiant, sur laquelle je reviendrai ensuite, pour défendre une allocation d'autonomie pour l'ensemble de la jeunesse. Alors, ça se passe dans les années 90, dans les années 2000, tout ça, pour l'expliquer, il y a deux choses, mais je reviendrai pas dans le détail là-dessus. Il y a des transformations idéologiques au sein du syndicat étudiant qui peuvent expliquer pourquoi on abandonne le projet historique et qu'on s'intéresse et qu'on défend finalement une allocation d'autonomie pour l'ensemble de la jeunesse. Le projet historique de salaire est abandonné, donc. Et puis il y a une deuxième explication, c'est que en dehors de l'UNEF, en dehors du syndicat étudiant, depuis les années 80, les années 90, il y avait cette catégorie de l'autonomie qui était de plus en plus utilisée pour appréhender les problèmes liés à la jeunesse, les problèmes que rencontrait la jeunesse en formation, mais la jeunesse qui n'est plus en formation aussi. Et donc le syndicat étudiant a voulu aussi s'appuyer sur ces discussions autour de l'autonomie de la jeunesse et changer sa revendication historique pour les jeunes et les étudiants. En gros, le constat qui est fait à ce moment-là et qui explique, qui éclaire assez bien, je pense, la conception de l'étudiant, de l'étudiante qui se fait jour à ce moment-là, et puis du jeune, du coup. L'idée, c'est que depuis les années 1980, et avec les années 1990 aussi, il y a deux choses qui ont changé la condition étudiante et la condition des jeunes. C'est le chômage de masse, et puis c'est la massification de l'enseignement supérieur. Tout ça, il y a pas mal de sociologues notamment qui ont développé des travaux, construit des recherches pour mettre en évidence ça et insister sur le fait que dans les années 80, dans les années 90, la jeunesse est un âge qui se rallonge, c'est-à-dire qu'on n'entre pas dans la vie adulte facilement, ça devient de plus en plus différé, soit parce qu'on est au chômage, qu'on n'accède pas à l'emploi stable, soit parce qu'on fait des études et du coup on accède d'autant plus tard à un emploi, et etc. On fonde une famille, etc. Donc là, à ce moment-là, l'UNEF et ses alliés construisent une revendication, l'allocation d'autonomie, qui va s'adresser à tous les jeunes, et l'objectif fondamental qu'il y a derrière, c'est de permettre à chaque jeune d'entrer plus vite dans la vie adulte en réglant ses problèmes financiers. C'est ça l'idée. Donc, comme tous les jeunes de 18 à 25 ans, en gros, l'étudiant, l'étudiante est vu comme une personne adulte
qui doit se sentir adulte pour mener à bien tous ces projets, qu'ils soient des projets de formation ou des projets d'emploi. Alors l'avantage évidemment de ce type de proposition, s'il faut citer un seul avantage ou deux, c'est que évidemment pour les étudiants et les étudiantes, c'est quelque chose de particulièrement séduisant, parce que ça leur permet de sortir de la pauvreté. D'ailleurs, c'est le but de la NUPES, si c'est 1063 €, c'est parce que c'est le seuil de pauvreté. Donc l'idée, c'est de faire sortir vraiment de mettre fin au phénomène qu'a abordé M. Ouzoulia là, juste avant. L'autre avantage, c'est que ça ne s'adresse pas qu'aux étudiants, aux étudiantes. Il y a la volonté de s'adresser aussi aux jeunes qui ont quitté précocement le système scolaire. Donc ça fait partie aussi des avantages qu'on peut voir à ce type de proposition. Il y a quelques questions qui peuvent être soulevées, néanmoins, avec ce type de proposition, c'est pas articulé à une conception des études de la formation très 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 claire. On voit mal à quelle réforme de l'éducation, de l'enseignement supérieur, ce type de mesure serait articulé. L'autre question qu'on peut soulever, c'est qu'on se demande on voit mal quel est et ça c'est surtout à la lumière aussi du salaire étudiant que j'aborderai ensuite, mais on voit mal dans quel récit collectif, comment les jeunes, en formation ou non, s'inscrivent se situent par rapport au reste de la collectivité, et quelle place ces jeunes occupent. Et puis, même si les défenseurs de ce type de mesures s'en défendent, on peut se demander si ce type de mesure est vraiment à même de sortir de cette position d'assisté que peuvent ressentir aussi beaucoup de jeunes qui leur fait sentir aussi une défiance de la collectivité à leur égard. On peut se demander si vraiment cette allocation les place en situation d'expérimenter, d'agir et de créer, et donc de faire face aussi aux enjeux de l'époque. Donc j'en viens à la troisième proposition, le salaire étudiant donc. Et je finirai par ça. Là je remonte encore dans le temps. Le salaire étudiant, c'est l'épisode historique où il a émergé en France, c'est vraiment l'immédiat après-guerre, dans un contexte que je décrirai pas en détail, très, très rapidement, mais à l'époque, on a ce projet qui émerge au sein de l'UNEF, au sein du syndicat étudiant principal à l'époque. Définir rapidement le salaire étudiant, l'idée c'est pas la référence dans la rémunération du salaire étudiant, c'est pas le seuil de pauvreté. À l'époque déjà, c'est le salaire minimum. On parle de salaire parce que on alignerait le salaire étudiant sur le salaire minimum. Et aujourd'hui, si vous voulez décliner un salaire étudiant, ce serait un salaire qui ferait référence explicitement au SMIC, au salaire minimum d'aujourd'hui. Donc on a une proposition qui émerge à l'époque, très inspirée par la résistance, très inspirée aussi par le contexte idéologique de l'époque, favorable au socialisme, à la gauche au niveau politique, socialisme, au communisme, à la pensée aussi chrétienne démocrate. On sent aussi une influence de ce courant de pensée. Le contexte à l'époque aussi, c'est le refus parce qu'à l'époque on en parle aussi, à l'époque, il y a une mesure du gouvernement pour augmenter les frais d'inscription, le refus de l'augmentation des frais d'inscription, le refus de la pauvreté étudiante, le refus des appels à la charité. À l'époque aussi, on a beaucoup d'étudiants, d'étudiantes qui vraiment ont faim, subissent le rationnement. On a 8% de la population étudiante. Évidemment, c'est pas grand-chose par rapport à aujourd'hui, c'est 150 000 personnes, mais on a quand même 8% de cette population qui souffre de la tuberculose. C'est vraiment, c'est pas une condition étudiante
particulièrement rose. Et l'autre élément de contexte important, c'est que voilà, il y a aussi cet imaginaire d'une grande réforme de l'éducation qui sera incarné par le plan Langevin-Wallon, publié en 1947. Donc c'est ça aussi qui alimente l'imaginaire étudiant de l'époque. 2 points sur les objectifs de l'époque. Vous les retrouvez, ces objectifs, dans la charte de Grenoble, qui est la charte fondatrice du syndicalisme étudiant, qui a fait référence dans les syndicats étudiants pendant longtemps, qui fait encore référence aujourd'hui, publiée en 1946. Dedans, il y a 2 choses qui ressortent. Il y a notamment l'idée d'inscrire les étudiants et les étudiantes dans la reconstruction, dans le contexte de la reconstruction. On parle de la reconstruction, on parle vraiment c'est les mots de la charte de Grenoble, on parle d'une révolution économique et sociale. L'idée c'est vraiment d'en finir avec ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres. Et l'idée des étudiants et des étudiantes de l'époque, c'est que ce groupe social a un rôle à jouer dans ce travail de reconstruction. Et c'est ce qui pousse notamment ces étudiants et ces étudiantes à se solidariser de l'ensemble des travailleurs, des travailleuses dans tous leurs textes. Et l'autre élément, c'est plus précis cette fois-ci autour du travail étudiant. On le retrouve dans la charte de Grenoble, mais on le retrouvera dans toute la littérature qui a été produite ensuite pour défendre ce projet. Les étudiants ici donc, sont vraiment des travailleurs, des travailleuses, et pas parce qu'ils produisent quelque chose plus tard. C'est pas des travailleurs qui vont produire quelque chose d'utile à l'avenir, une fois qu'ils seront en emploi. Non, l'idée c'est que d'ores et déjà, le fait d'être étudiant, être étudiante, c'est un travail de valeur qui est comparé au travail de l'ouvrier, de l'ouvrière. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Ils se mettent sur le même plan que l'ouvrier, que l'ouvrière, encore une fois du point de vue de la reconstruction du pays, du point de vue des changements qui sont à venir. Et l'idée que là, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est que l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur, effectivement, c'est un service qui est rendu à la collectivité, mais c'est pas, dans l'imaginaire de l'époque, c'est pas que les professeurs qui rendent ce service à la collectivité. Non, c'est aussi eux-mêmes, les étudiants, qui rendent ce service à la collectivité. Donc leur travail est un service de valeur pour la collectivité. Je passe très vite sur la suite de cet épisode. La grande victoire des étudiants à l'époque, c'est qu'ils vont réussir à faire reprendre leur projet par les parlementaires de gauche, à l'époque communistes, socialistes, chrétiens-démocrates, et qui vont réussir quasiment à faire adopter le projet. Ça a échoué de peu. Ce projet il y a eu un projet débattu à l'Assemblée nationale, en séance plénière, qui a échoué de peu parce que des ministres y faisaient opposition. Donc voilà, je finis sur les avantages et les réserves de ce type de proposition, là aussi, encore une fois pour nourrir la discussion. Les principaux avantages du salaire étudiant, j'en citerai 2. C'est que dans le contexte actuel, c'est quelque chose qui peut remobiliser les étudiants, les étudiantes. Moi, j'ai pas mal échangé avec eux dans le cadre de la publication de mon livre, et c'est vrai qu'on sent des personnes qui ils ont beaucoup de mal à se sentir capables de faire quelque chose. Alors évidemment, tout ça c'est socialement situé, c'est souvent des étudiants et des étudiantes qui sont inscrits à l'université. Je pense que les étudiants des écoles d'ingénieurs, de commerce, ils ne sont pas du tout autant en manque de confiance, mais ce qu'on sent, c'est qu'ils ne se sentent pas en capacité d'expérimenter, d'agir, de créer des choses. On sent aussi, il y a un sentiment de culpabilité par rapport au reste de la collectivité. Ils ont l'impression de vivre au crochet de la collectivité. Et là, au fond, le discours du salaire étudiant, c'est quelque chose qui peut leur permettre de reprendre confiance et puis les inscrire dans un récit collectif, celui du travail, l'imaginaire du travail, de la production et du rôle que, dès les études, on peut y jouer. Et puis le deuxième avantage, plus pratique, c'est que le salaire étudiant, il existe déjà d'une certaine manière.
dans les écoles normales supérieures, dans des écoles d'État très, très sélectives, les étudiantes sont payés, touchent un salaire. Souvent, ils se sentent très en confiance. C'est intéressant de voir aussi ce que ça génère chez eux. Il y a beaucoup de confiance. Ils n'ont pas de mal à imaginer, à se projeter, à expérimenter. Ce qu'on voit aussi, c'est que dans pas mal d'écoles d'ingénieurs, de commerce, pendant les stages, il y a des salaires assez avantageux. Il y a des indemnités très élevées qui ressemblent à des salaires qui tombent. Et là aussi, ça pousse ces étudiants, ces étudiantes à être beaucoup plus actives. Il y a aussi l'alternance, l'apprentissage qui s'est beaucoup développé dans l'enseignement supérieur, qui est une forme de salaire, là aussi, le salaire étudiant. Et puis quelque chose qui est moins connu, c'est... une chose qui est assez connue, c'est tout ce qui est formation continue aussi, à l'université. On a beaucoup de personnes qui utilisent les fonds de la formation continue et qui continuent de toucher le salaire qui est touché par ailleurs. Ça reste une forme de salaire. Et puis il y a aussi à Pôle emploi, il y a un dispositif, une allocation de formation qui est versée. Donc c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui existe déjà en fait, le salaire étudiant, mais qui est encore réservé à une minorité. Évidemment, plein de questions, si on envisage de généraliser ça. Plein de réserves aussi qui peuvent être soulevées. C'est un projet qui n'intègre pas forcément les jeunes qui ne sont plus en formation. Donc ça, c'est quelque chose qui pose question. Les effectifs qui seraient concernés, là aussi, ça pose question. On a 3 millions d'étudiants, d'étudiantes aujourd'hui. C'est évidemment c'est des questions qui se posent. Quel rapport à l'emploi et puis à la profession, c'est évidemment dire que les étudiants et les étudiantes travaillent, c'est quelque chose c'est une intention politique qui a ses avantages, mais voilà, quel rapport à l'emploi, à la profession, au métier. Évidemment, quel financement, quelle gestion, tout ça mérite d'être discuté. C'est un projet, encore une fois, qui mérite d'être connu et qui peut nourrir de façon fructueuse les discussions, à mon avis. Je vous remercie. C'est une très bonne question, alors que je n'ai pas eu le temps de développer, mais reprenez le rapport de la mission. Dès les premières semaines de notre enquête, tous les sénateurs, quel que soit leur groupe politique, ont pris la conscience absolue qu'il y avait quelque chose de fondamental dans le système universitaire qu'on avait perdu de vue, c'est-à-dire l'université comme un outil tout à fait indispensable de l'aménagement du territoire. Voilà. Et vous regarderez, dans les conclusions, on demande à la ministre de l'époque d'oublier un peu le classement de Shanghai, mais de mettre partout, là où c'est nécessaire, un maillage universitaire qui permette, comme vous l'avez dit très justement, d'aller chercher directement des jeunes qui ne s'imagineraient pas un parcours universitaire parce que ils sont à la campagne, parce que la métropole est loin, c'est cher. Et j'ai un exemple en tête, c'est l'Institut universitaire Champollion d'Albi, que nous sommes allés visiter 2 fois, voilà, parce que c'était un exemple fantastique où il y avait une équipe pédagogique extrêmement mobilisée et qui allait chercher, alors vraiment dans les tout petits villages, les gamins, en les emmenant à l'université. Elle s'arrête à la licence et ce qu'on a observé, c'est que le taux de réussite de cet institut Champollion, c'est parmi les 4 meilleurs de France. Donc non seulement on va chercher des gamins pour les amener au sommet, mais en plus ils réussissent. Parce qu'il y a là, sur place, à Albi, un encadrement, c'est une université de taille humaine, moyenne, je crois qu'il doit y avoir 10 ou 15 000 étudiants, et il y a un engagement pédagogique tellement fort qu'ils arrivent à hisser les gamins à un niveau où s'ils allaient à Toulouse, ils seraient complètement perdus et abandonnés, et financièrement, de toute façon, ils ne pourraient pas le faire. Donc là, on avait dit très fortement à la ministre qu'il faut absolument revoir la totalité de l'engagement de l'État par rapport à ça. Il faut, en effet, oublier l'hyperconcentration dans les métropoles, parce qu'on n'y arrive plus.
Et notre mission, on l'a réalisée pendant la Covid, et on a bien vu qu'il y a une très grosse différence entre être étudiant à l'Institut Champollion d'Albi, où vous êtes connu de chaque prof. Chaque prof a appelé son étudiant plusieurs fois par semaine. Voilà. Et puis faire vos études à Nanterre, 35 000 étudiants sur le campus où il y a eu 3 défenestrations. Voilà. Parce que les gamins étaient complètement livrés à eux-mêmes sur le campus, oubliés, pas de services sociaux, rien du tout. Donc il faut faire un mouvement inverse et ramener aujourd'hui les universités dans les centres-villes, j'insiste sur les centres-villes, parce que je trouve que c'est mieux, ça participe de la vie locale, et dans les villes moyennes. Voilà, je ne vais pas être trop long. Ça fait partie effectivement des propositions qui émergent, tout comme celle du salaire universel défendu par Bernard Friot, par exemple. Donc tout ça, c'est voilà, ça, c'est pour l'instant, ça n'a pas d'écho particulièrement significatif au sein de l'espace politique, encore une fois associatif, syndical, étudiant. Donc je ne saurais pas vous dire dans quelle mesure ça peut être une solution. Voilà, ça a l'avantage de réinscrire les étudiants dans quelque chose de collectif. Encore faut-il savoir quel est le récit collectif derrière le revenu universel. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que ça peut apporter qu'est-ce que ça peut apporter au monde étudiant de ce point de vue-là? Et puis après, voilà, tout dépend de ce qu'on met derrière. Effectivement, il y a peut-être beaucoup de questions qui restent ouvertes. Par exemple, voilà, en quoi ça précise ce qu'est la formation, ce que sont les études supérieures, en quoi ce type de proposition permet de clarifier le statut des études, de la formation pour les adultes. C'est quelque chose c'est une question qu'on peut poser, quoi. Oui. Donc je vais pas répondre par rapport au programme parce que j'ai une grande indépendance politique personnelle. C'est pour ça que je suis sénateur. Ça me permet de ne pas réagir par rapport à un parti, par rapport à un programme. Aurélien a parlé du récit collectif. Je pense que c'est fondamental. Il faut envoyer un message qui soit un message clair. Voilà. Et le message clair aujourd'hui qu'on peut envoyer, j'ai des filles qui ont 22 ans, quand je vais le matin au Sénat, papa, il faut que tu sauves la planète. Je leur dis non, moi c'est fini les filles, hein. C'est à vous de la sauver. Et je crois que le discours qu'on peut avoir avec la jeunesse, c'est celui-ci. Ils vivent avec une angoisse extrême. Ce qui se passe est beaucoup plus que nous. Ils sont complètement paniqués par l'ampleur du réchauffement et par l'idée que notre humanité est au bord de l'abîme et ils vivent ça avec un sentiment d'urgence qui les opprime complètement. Et je crois qu'une façon de les libérer, de les émanciper, c'est de leur dire que nous avons confiance en eux, que la solution, c'est eux qui vont la trouver. C'est eux qui vont la trouver par la connaissance, par la science, et pour ça, la République leur fait confiance et va les aider dans leur scolarité pour les amener à un niveau de connaissance qui nous permettra de trouver des solutions. Je trouve que c'est un discours qui est mobilisateur et qui est beaucoup plus fort que de verser un revenu universel parce qu'il y a une implication, il y a un contrat, une forme de contrat moral entre l'étudiant et l'État qui me plaît bien. Alors, je pense comme ça parce que ma famille avait pas beaucoup de sous et mes grands-parents ont envoyé tous mes oncles à l'école normale d'instituteurs parce que c'était à l'époque la seule solution de faire des études. Et là, l'engagement, c'était de faire par l'école des Républicains. Et ça a été leur projet collectif jusqu'à la retraite, et c'est ça ce qui les mobilisait. Aujourd'hui, faire des Républicains, pas facile,
déjà expliqué ce qu'est la République, mais dire à des gamins que la République croit en eux, va investir dans leur formation, parce que c'est sans doute eux qui vont trouver la solution aux problèmes que nous avons, je trouve que ça peut être extrêmement valorisant, porteur, et tout à fait responsabilisant aussi. Je pense que c'est important. Voilà. Oui, sur les chiffres qui ont été donnés, effectivement, préciser peut-être que voilà, tout ce qui est allocation d'autonomie, salaire étudiant, oui, je vous confirme que on est sur, c'est plutôt que des milliards, c'est quand même des dizaines de milliards d'euros chaque année qu'il s'agirait de mobiliser. On est sur ces volumes financiers-là qui correspondent grosso modo aux volumes financiers qui sont mobilisés pour l'indemnisation chômage, et éventuellement à un degré moindre quand même pour l'assurance maladie, pour la retraite. Donc on est sur ces volumes financiers-là, à titre de comparaison, et pour montrer aussi que c'est envisageable pour d'autres secteurs de l'économie. Bon, pourquoi pas l'envisager donc pour les études supérieures aussi. Un point de précision là-dessus. Voilà, on est aujourd'hui, moi j'avais fait les comptes, pour ce qui est de si on regarde, il y a une petite dizaine aujourd'hui d'organismes publics qui indemnisent d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, les étudiants, les étudiantes, et le volume annuel des sommes, c'est 25 milliards d'euros déjà. Et donc dedans, il y a les bourses sur critères sociaux, il y a aussi les exonérations fiscales qui sont accordées aux familles, etc. On peut envisager ces aides, le constat peut être fait qu'elles sont insuffisantes, souvent inefficaces, des fois injustes, comme l'exonération fiscale pour les familles avec un étudiant ou une étudiante. Donc on peut imaginer de remobiliser ces sommes, ces 25 milliards, au service d'une allocation d'autonomie ou d'un salaire étudiant. C'est quelque chose de tout à fait envisageable. Plus tout ce qui est exonération de cotisations sociales, etc. Enfin bon, on est là aussi sur des dizaines de milliards d'euros qui pourraient être mobilisés. Sur la deuxième intervention, effectivement, alors je n'ai pas insisté là-dessus, mais notamment pour le salaire étudiant, derrière ce projet, il y a une réforme globale de l'éducation, de la formation, des études, qui est derrière. À chaque projet de salaire étudiant, on imagine aussi une réforme de l'ensemble du système éducatif. En France, très inspiré par le plan Langevin-Wallon. Et c'est ça qui est intéressant dans le salaire étudiant, c'est qu'il y a ça s'articule à un changement, à des changements profonds dans l'ensemble du système éducatif et un nouveau statut accordé à l'éducation et à la formation. Et je pense là aussi que moi, en tant que professeur au lycée actuellement, je pense qu'on a besoin aussi d'un nouveau récit sur l'éducation, la formation, qui soit par exemple effectivement articulé aux nouveaux enjeux écologiques et aux besoins de connaissances énormes qu'on a en la matière. On a un besoin énorme, je pense, d'un nouveau récit. Et il y a un vide à combler là-dessus aussi. Et le salaire étudiant peut être aussi quelque chose qui nourrit ça. Et puis sur la dernière intervention, c'est des témoignages qui sont pas si fréquents et qui montrent que dans les trajectoires individuelles, le salarié, un étudiant, une étudiante, notamment issu des classes populaires, c'est quelque chose qui, dans le parcours de cette personne, peut être extrêmement significatif, lui ouvrir énormément d'horizons, le faire changer d'une certaine manière de classe sociale, l'émanciper, pour reprendre le terme qui a été utilisé. Et aujourd'hui, on a dans les classes populaires en général, dans les ménages populaires en général, on pressent que ce type de rémunération, l'allocation d'autonomie ou le salaire étudiant,
pourrait produire des bouleversements personnels de ce qu'on a, similaire à ce qu'on a ressenti quand on vous entendait, ce qu'on devinait quand on vous entendait. Il y a énormément de jeunes issus de ces milieux qui aujourd'hui ont ce besoin, je pense, de rémunération. Merci. Très, très rapidement, pour ne pas trop prolonger les débats, moi j'aimerais réagir à deux choses. D'abord, sur le modèle anglo-saxon, je n'ai pas répondu, c'est une question fondamentale. Je crois que vous avez parfaitement raison, le modèle de nos élites françaises, ce n'est pas le modèle anglo-saxon. C'est le modèle des grandes écoles qui est une spécificité française. Voilà. Et qui fait que aujourd'hui, nos gouvernants ne connaissent pas l'université. Madame Merkel avait un doctorat. Les élites françaises sont passées par l'ENA, par les corps, etc. Elles ne connaissent pas l'université et elles ont tendance à considérer que si les formes de recrutement des élites par les grandes écoles se maintiennent, le reste n'a pas beaucoup d'importance. Voilà. Je le dis de façon un petit peu violente, mais c'est le sentiment que j'ai. Regardez les difficultés que nous avons à valoriser le doctorat. Le doctorat est reconnu partout dans le monde avec une haute valeur. En France, il n'a aucune valeur. Il n'a pas de valeur parce que le diplôme d'ingénieur dans les boîtes est beaucoup plus haut et dans l'administration, c'est une catastrophe. Je crois qu'à l'ENA, tous les ans, il y a 2-3 docteurs, pas plus. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire et à se demander si les formes du recrutement par les grandes écoles, c'est quelque chose qui remplit encore les fonctions qu'on lui a assignées en 1945. Je ne le pense plus. Ensuite, moi j'aimerais avoir un propos mélioriste. Je crois qu'il est extrêmement important de considérer que nous devons aux générations futures un monde meilleur que celui dans lequel nous vivons. C'est un objectif. Voilà. C'est sans doute simpliste et naïf, mais je pense qu'on peut travailler là-dessus. Et il faut regarder qu'à l'échelle d'un petit peu plus d'un siècle, on est passé de la scolarité obligatoire jusqu'au certif, à la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans à la libération, et depuis, on n'a pas avancé. La scolarité obligatoire depuis 3 ans, pour des raisons qui ne sont pas tout à fait celles du plan Langevin-Wallon, on pourra y revenir, mais la barrière de 16 ans, on n'y a pas touché. Je suis intimement persuadé que le prolo de demain sera Bac+2. Il n'ira pas à l'université, il passera par les EIT, par les écoles, etc. Mais on a besoin aujourd'hui d'un niveau de connaissance pour comprendre la complexité des processus économiques qui fait qu'il y a une obligation d'emmener le plus grand nombre possible au-delà du baccalauréat et au moins jusqu'au Bac+2. C'est ce que nous disent par exemple des trop grosses entreprises comme Airbus ou autres. Ils nous disent des jeunes en dessous le bac, on en a plein, des ingénieurs, on ne sait pas quoi en faire. En revanche, ce qui nous manque, c'est ce qui est entre les deux. C'est-à-dire un jeune qui a Bac+2 est capable aujourd'hui de programmer une machine numérique pour sortir des pièces ou pour souder les pièces de l'EPR de Flamanville. On est obligé d'aller chercher à l'étranger pour trouver des soudeurs qui ont cette compétence-là. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a un enjeu maximum, c'est amener une classe de jeunes au-delà du bac et si possible, le plus haut possible. Ouais. Le discours que j'ai tenu, c'est un discours républicain, ni de gauche ni de droite. C'est le discours qui a été celui de la politique menée en 1945 au moment de la reconstruction. Et je pense que sur cette base-là, il faut que gauche et droite se retrouvent. Parce que c'est quelque chose qui est tout à fait déterminant pour la pérennité de notre République. Si on laisse tomber l'école, si on laisse tomber l'université, on est face à une guerre sociale dont on ne sortira pas. C'est aujourd'hui mon sentiment. Je pense que la République est en danger et qu'on peut la sauver par l'éducation, par l'école, par l'enseignement et par la recherche. Sur le budget, la France, dans le monde occidental, est la seule à avoir fait le choix inverse de ne pas consacrer des moyens considérables à l'enseignement supérieur et à la recherche. Le différentiel entre la France et l'Allemagne ne cesse de se creuser, il est de 1,5 point.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Allemagne consacre à l'enseignement supérieur et à la recherche plus de 3% de son PIB. La France ne décolle pas des 2%. Donc là, il y a un choix politique, puisque ces pays ont les mêmes problèmes de dette, ont les mêmes problèmes de finances. Sauf que l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique ont fait un choix autre. Ils ont décidé aujourd'hui de consacrer l'essentiel de leurs moyens budgétaires à l'éducation. Nous n'avons pas fait ce choix politique. Je pense que ce choix politique met en danger la République. Voilà. C'est mon sentiment et je pense que sur cette base, je ne suis pas en campagne électorale, moi je suis sénateur, le renouvellement c'est l'année prochaine. Et de toute façon, je suis dans les Hauts-de-Seine. Je pense que sur cette base, il faut aujourd'hui reconstituer un arc républicain qui fasse de l'éducation, de l'enseignement supérieur, la base de notre République. Et dans ces cas-là, quand on prend une option politique aussi forte, on trouve le budget. Et on fait des choix ailleurs. Il ne suffit pas d'augmenter. Moi, je ne suis pas partisan de l'augmentation du budget. Mais là, il y a un choix qui est déterminant parce qu'il engage la République. Et il faut le faire. Et il faut le faire parce que nous le devons aux générations des jeunes et aux générations suivantes. Voilà. Je comprenais dans l'intervention aussi que vous souleviez la question de la bonne gestion de ces fonds, de ces dépenses publiques, comme vous dites, qui augmenteraient. Donc la question, c'est de quelle gestion garantirait que ce soit une bonne utilisation de ces dépenses publiques. J'en ai parlé dans mon intervention. Je pense que moi, j'ai vraiment pas une vision monolithique de l'État dans le domaine de l'enseignement supérieur. J'ai l'habitude de rappeler que il y a déjà des organismes dans l'enseignement supérieur, dans la formation continue, qui vérifient la qualité de l'enseignement supérieur, des formations, et qui pourraient tout à fait être responsables de vérifier à l'avenir que ces fonds effectivement plus importants soient là aussi bien utilisés. Je pense dans le domaine universitaire et de la recherche, il y a le CNESER qui existe. Voilà, c'est ça aussi l'État, qui réunit des acteurs très divers en fait. Dedans, pareil, je pense dans la formation professionnelle, il y a le Conseil national de la certification professionnelle qui établit le RNCP, là aussi qui réunit des acteurs très divers sous l'égide du ministère du Travail et des Affaires sociales. Donc là aussi, on peut imaginer que ces organismes, au fond, qui associent des acteurs de la société civile très divers, pourraient, sous l'égide de l'État, assurer une bonne gestion de ces nouveaux fonds, quoi. Oui, alors bien sûr, merci à nos conférenciers et merci aussi aux personnes qui ont posé des questions, qui ont montré à quel point ce débat, évidemment, sur lequel ce ne sont pas des conclusions, malgré le terme habituel d'usage que nous employons, mais plutôt quelques commentaires, parce qu'il est bien difficile de conclure. D'abord, à l'évidence, ce qui apparaît, c'est que ce sujet-là est un sujet essentiel et un sujet évidemment profondément républicain. Je le disais un petit peu dans mon introduction, ça n'a pas, selon moi, peut-être été suffisamment évoqué, mais ce n'était pas tout à fait le sujet, c'est à quel point cette précarité étudiante est d'abord, sur un plan individuel, souvent un drame, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de jeunes qui sont l'espoir d'une nation, d'une société qui vivent cette condition qui devrait être une condition formidable, ça a été évoqué à un moment, la condition d'étudiant, on passe de l'âge de l'enfance et avant de devenir adulte à un moment d'émancipation formidable et qui le vivent dans des conditions absolument dramatiques, que ce soit des conditions de logement, on sait que beaucoup d'étudiants dorment dans leur voiture ou vont dormir dans des centres d'accueil d'urgence quand ils n'ont pas où le faire, ça a été évoqué. Des conditions de santé terribles puisqu'ils n'ont pas les moyens d'accéder à des soins minimums. Et ça pose vraiment, c'est pour ça que c'est un sujet républicain majeur, puisque outre cet aspect individuel tout à fait insupportable, c'est aussi l'incapacité, et tu l'as très bien dit Pierre, l'incapacité de transmettre cette connaissance, pour eux d'acquérir cette connaissance, qui est évidemment la condition essentielle d'une société meilleure dans le futur. Et c'est vrai que ce sujet-là, tu as dit à un moment, il faut que nous transmettions une société meilleure, mais aujourd'hui,
quel est l'avenir de cette jeunesse? Alors, on a souvent tendance à les condamner un petit peu vite en disant voilà, ils n'ont pas de conscience républicaine, pas de conscience civique, ils sont sur leurs écrans, tout ça. Mais sont-ils vraiment imprégnés de l'idée que finalement leur avenir est peut-être sans futur? Et ça, c'est quelque chose que nous, nos générations, n'ont jamais même approché. Pour nous, c'était toujours l'avenir était un futur meilleur. Et donc on voit bien, les mots ont été employés d'ailleurs de résistance, de reconstruction. On est en ce moment, sur un plan beaucoup plus large, à un moment de bascule de nos sociétés, soit vers le pire, ou pourquoi pas, peut-être qu'une résistance, une reconstruction permettra d'aller vers, peut-être pas le meilleur, mais pas le pire en tout cas. Et on voit que ce sujet-là, il a été dit à un moment, parler de récit collectif, je crois qu'il faudrait pouvoir arriver à un changement d'imaginaire de toute cette jeunesse, mais ça demanderait que cet aspect politique, et ça a été dit à un moment, soit une priorité politique. Pourquoi n'imaginerions pas effectivement que dans des choix budgétaires importants, la priorité soit donnée à cette jeunesse et à une réforme de nos universités, mais non pas tel qu'on pourrait l'entendre uniquement par des mesures de programmes qui sont nécessaires, bien sûr, mais ça a été dit à un moment, par un aménagement du territoire, et l'exemple d'Albi est formidable, par un aménagement du territoire qui ne changerait rien. On est dans une fracture territoriale aujourd'hui qui est probablement pour le futur proche une des fractures les plus graves de notre société, les plus dommageables. Et donc on imagine très bien que dans un changement d'imaginaire, avec un récit collectif différent, on pourrait vraiment modifier les choses. Et là, ça n'est pas aux technos de Bercy que je m'adresse, parce que ça n'est plus une question tellement d'aligner des chiffres, mais de choix budgétaires, et donc finalement de volonté politique, et de faire vraiment un changement radical dans les choix. Et évidemment que dans cette réflexion, et ça a été aussi, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués sur lesquels on ne pouvait pas bien sûr développer. Le sujet du revenu universel inconditionnel est un sujet beaucoup plus difficile. Nous, au Grand Orient de France, ça fait 25 ans qu'on travaille dessus. On n'a pas encore réussi à vraiment mesurer toutes les conséquences qu'il entraînait. Mais donc, outre ces sujets-là qui ont été évoqués, on voit bien aussi en filigrane que deux modèles de société sont en concurrence. Le modèle anglo-saxon, qui gagne du terrain depuis le tournant du fameux « There is no alternative » de Margaret Thatcher et de l'administration Reagan, ce modèle anglo-saxon qui gagne du terrain même sur le plan de nos usages sociétaux par rapport au modèle républicain, puisque ce modèle anglo-saxon, il porte en lui aussi le communautarisme et une sécularisation qui est très différente de notre laïcité. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir, mais peut-être que si quand même, quand on voit aussi à l'université cette poussée, même si elle est aujourd'hui tout à fait minoritaire, mais c'est une poussée de cette fameuse culture woke, cette fameuse cancel culture, qui quelque part installe aussi une séparation entre les citoyens et qui quelque part va évidemment à l'encontre de l'universalisme républicain. Je ne crois pas que je m'écarte en évoquant ces sujets-là, parce que je crois qu'ils sont intimement liés au grand sujet de l'éducation nationale et des universités. Donc voilà, donc ce soir nous avons, je crois, eu un débat particulièrement riche et qui a évoqué de nombreux sujets, mais nous devons, à mon avis, mon humble avis, parce que qu'est-ce qu'un avis, mesurer l'importance fondamentale de la jeunesse, des étudiants dans l'avenir d'un pays et dans la façon dont on la traite. Il y a beaucoup de marqueurs, évidemment, de ce qu'est la dignité. Quelqu'un a employé le mot de dignité parce que c'est quand même le thème fondamental du colloque. Et donc, la dignité qui est aussi au cœur de l'engagement maçonnique. Cette dignité humaine, cette dignité qui, dans l'acception que nous faisons du terme, est une dignité évidemment horizontale. C'est la dignitas. Cette dignité est probablement le sujet qui aujourd'hui dans notre société est peut-être celui qui nous fait le plus différer dans notre modèle républicain du modèle anglo-saxon.
je ne peux pas évidemment développer ces éléments-là, mais c'est juste pour les évoquer avec vous. Voilà, je vous remercie vraiment, messieurs, de cette soirée et à très bientôt.